La participation citoyenne. Alors quand on vous dit ça, on a bien compris que l'on fait participer les citoyens d'une ville ou d'une agglomération, mais très concrètement, comment fait-on ? Eh bien vous avez de la chance, Nicolas Novazic, qui est le directeur de la communication de la ville de Cergy et de son agglomération, va vous expliquer en 20 minutes comment il met ça en place dans cette belle ville du Val d'Oise, qui est Cergy, et dans son agglo. Par ailleurs, vous allez comprendre que Nicolas, qui est DIRCOM de la ville depuis déjà 10 ans, est un véritable communicant public qui a le sens du public et donc du service public. Vous le verrez, Nicolas est totalement passionné et cela fait extrêmement plaisir à entendre. Dès lors, je vous laisse écouter Nicolas. Et avant de vous quitter, je suis toujours Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Et cet épisode, extrêmement court mais ô combien passionnant avec Nicolas, qui je vous le dis par avance reviendra dans un nouvel épisode beaucoup plus long, eh bien cet épisode a été enregistré le 14 juin dernier à l'occasion de la magnifique soirée organisée par Franck Confino et qui s'appelait Le Lab, avec une volonté de faire bouger la com publique. Je vous rassure, si vous ne connaissez rien à la com publique, vous allez particulièrement apprécier cet épisode, car nous sommes toutes et tous des citoyens. Très très bonne écoute, en compagnie de Nicolas. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Nicolas. Salut Laurent. Nicolas, ça faisait très longtemps que nous devions nous voir. Il était temps et c'est grâce à monsieur Franck Confino que l'on va remercier évidemment pour ce magnifique accueil et puis cet événement absolument incroyable qu'est le Lab. Enfin, on se rencontre. Alors, tu es le directeur de la communication de la ville de Cergy, mais aussi de la participation citoyenne et bien évidemment de la communication à l'agglomération. Tu es mutualisé, Nicolas. Tout à fait. Et oui, alors Nicolas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît, parce que là j'ai dit des choses, mais bon, ça veut pas nécessairement parler à tout le monde. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais, tes équipes, bref, qui tu es, puis après on va rentrer dans le vif du sujet, s'il te plaît. Alors, moi ça fait 10 ans que je suis à Cergy. J'ai une équipe d'environ 15 personnes. On est organisé comme une agence de communication. C'est-à-dire que j'ai tous les corps de métier au sein de mon équipe. Ça va d'un studio graphique en passant par un pôle éditorial où j'ai des gens qui écrivent, tant sur le numérique que sur le print. J'ai des chefs de projet communication, j'ai des personnes qui s'occupent de la participation citoyenne, du protocole et de la presse. Il faut jamais oublier de la presse, de l'événementiel aussi un petit peu. Donc tu vois, le 360, le fameux 360. Et depuis mars dernier, j'ai pris la communication et la participation citoyenne de l'agglomération de Cergy-Pontoise avec une équipe qui a à peu près les mêmes missions, qui a organisé un peu de la même façon. Donc voilà, mais avec une gestion du temps un peu compliquée, comme tu peux t'en douter, parce que moi, je suis le seul à être mutualisé. Donc j'ai 2 équipes, mais il y a que moi qui suis mutualisé, et donc il faut que je trouve du temps. Donc il va falloir que tu fasses don d'ubiquité quelque part depuis quelques mois. Tout à fait. Mon Dieu, quelle chance tu as. Alors, est-ce que tu y arrives ? Alors, j'y arrive et je vais y arriver de mieux en mieux parce que j'ai 2 adjointes, une de chaque côté, une qui va bientôt arriver et une qui est déjà là, et elles me sont d'une aide précieuse au quotidien, et c'est grâce à elles que je tiens à la ville de Cergy et je vais tenir à l'agglomération de Cergy-Pontoise. Alors justement, qu'est-ce que tu fais au quotidien ? On a bien compris que le temps t'était extrêmement précieux et qu'il est difficile à trouver. Tu as 2 équipes, une agglomération. Explique-nous ce que c'est pour celles et ceux qui ne savent pas en quelques mots. Alors, une agglomération, en gros, c'est une collectivité, une strate de collectivité qui regroupe plusieurs communes, en l'occurrence 13 communes dans l'agglomération de Cergy-Pontoise, dont la ville-centre est Cergy, et qui s'occupe de pas mal de compétences, les compétences plutôt traditionnelles qui sont l'aménagement, le développement économique, mais aussi, et de plus en plus, de compétences du quotidien. Les déchets, traditionnels pour les agglomérations, les transports, par exemple aussi. Donc voilà, de nombreuses compétences aussi du quotidien.
Alors la ville, on sait un petit peu mieux ce que c'est puisqu'on vit tous normalement dans une ville ou dans un village, donc il n'y a pas de mauvaise surprise. Tu parlais de cette problématique de temps qui est tout à fait normale, mais de quoi tu vas t'occuper? Parce que la participation citoyenne, je t'avoue que je ne sais pas trop ce que c'est. On comprend les mots, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Puis après, on va rentrer dans le boulot de dire comme, entre guillemets. Alors la participation citoyenne, en fait, c'est comment on arrive à faire dialoguer les politiques publiques et les gens. C'est-à-dire comment les gens apportent leur valeur, leur expertise aux projets qui sont développés sur les territoires. Donc ça peut prendre de multiples formes. On a des instances par profil, conseil de jeunes, conseil d'enfants, conseil des seniors, conseil local des parents, d'élèves élus, conseil local de la petite enfance avec les parents qui ont leurs enfants en crèche. Donc tu vois, on a un écosystème de la participation citoyenne très développé pour écouter différents publics. Mais aussi, ça peut être des réunions de concertation ou de co-construction, parce que la concertation est très large, qui peut aller de l'information à la co-construction sur des projets. Et comment je prends en compte l'expertise d'usage des gens qui vivent la ville ou qui vivent l'agglomération. Alors, quelque chose qui est absolument passionnant, qui de prime abord a l'air relativement simple quand tu le dis, mais qui dans la vérité quotidienne est très complexe, je suppose. Alors c'est très complexe parce qu'en fait, on a ce phénomène qu'on appelle les professionnels de la participation citoyenne. C'est-à-dire toujours ces mêmes personnes qui viennent aux réunions. Je parlais tout à l'heure que le temps était notre ressource la plus précieuse, mais elle l'est pour tout le monde. Et quand tu rentres le soir, après ton boulot, t'as pas forcément envie d'aller parler de l'aménagement de la rue en bas de chez toi ou du futur, de la future organisation des temps scolaires de ton enfant. Tu as envie de rentrer, de t'occuper des devoirs des enfants quand tu as des enfants, de faire à manger, de prendre les bains si tu as des petits enfants, mais aussi peut-être de te poser, de faire du sport, de faire quelque chose, mais repartir dans la vie citoyenne et d'y participer activement, ça prend du temps. Et maintenant, il n'y a pas toujours ce temps-là. Donc nous, en tant que collectivité, on doit trouver les meilleurs moyens pour aller chercher des personnes, des habitants, et attraper leur expertise d'usage. Et pour ça, on essaye de développer différentes solutions. Donc, on a des instances, comme je le disais, qui sont des engagements plutôt à moyen terme, mais on peut avoir du one shot, c'est-à-dire on va demander sur une rue l'expertise d'usage des riverains de la rue. Tu disais que tu avais des professionnels de la participation citoyenne. Alors des gens qui viennent régulièrement. Alors je vais faire peut-être dans le clicheton, mais c'est peut-être des personnes un peu âgées ou qui ont le temps et qui viennent toujours dire les mêmes choses, c'est ça? Tout à fait. Et en fait, c'est exactement ça. On a toujours un peu les mêmes profils qui viennent, des gens âgés, plutôt CSP+, qui viennent donner leur avis parce qu'il y a certaines personnes qui ne se sentent pas autorisées et qui parfois ne peuvent pas. On a par exemple une caractéristique sur Cergy avec beaucoup de familles monoparentales. Quand tu es dans ce cas-là, effectivement, amener ton enfant plutôt en jeune âge, quand tu dois le traîner en réunion publique à 20h et qu'il y a école le lendemain, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc on met en place des gardes d'enfants, mais c'est pas une solution. Et voilà. Donc c'est à nous de trouver comment on peut aller les chercher. Par exemple, on est une collectivité, une ville, un territoire où on a 50% de la population qui a moins de 30 ans. Et quand on construit, par exemple, des terrains sportifs, ou là on a construit un skatepark il y a quelques années, on s'est dit mais comment on va aller récolter pas la parole des professionnels de la participation citoyenne, mais la parole de ceux qui pratiquent. Comment les intéresser, ces jeunes? Eh ben, on allait sur le skatepark qui existait et on leur a dit, venez avec nous, on veut vous écouter, mais vous. Et on leur a mis l'architecte en face d'eux. Et l'architecte a commencé à dessiner des plans par rapport à ce qu'il disait. Il disait, ouais, le bol, là, il le faut un peu plus grand. Mais non, mais là, ça va être trop dangereux, ou là, on va pas pouvoir faire les figures. Et quand ils ont vu que la ville était à leur écoute, ils ont appelé tous leurs copains par Snap et autres moyens. Et là, on a vu débarquer plein de jeunes et qui sont restés, au final, ils sont restés 2-3 heures avec nous. Et on a construit le skatepark de la ville de Cergy en co-construction avec les jeunes grâce à ce moyen, mais qui est tout simple, c'est d'aller vers les gens. Et justement, tu le dis, c'est tout simple. Je suis tout à fait d'accord avec toi, ce n'est que du bon sens. Et en plus, c'est génial parce que ça se fait vraiment en live, si je puis dire. Le gars, il dessine en même temps. Mais est-ce que tu crois que tous les élus sont capables, Nicolas, de dire, allez,
demander aux jeunes ce qu'ils veulent ou aller demander tout simplement aux citoyens, quel que soit leur âge, ce dont ils ont besoin. Parce que je trouve que c'est extrêmement courageux et c'est bien qu'ils t'envoient. Ça paraît tout simple, mais j'ai pas l'impression que ce soit tant la réalité que ça. Alors, j'ai plusieurs choses à te dire sur ça. 1, ça fait gagner du temps. 2, ça fait gagner de l'argent. Et ce qui est une chose qui est très importante, et alors moi j'ai un maire président qui a ça dans son ADN, j'allais dire. La participation citoyenne, il croit à l'expertise d'usage, mais il n'oublie jamais une chose, c'est que des avis particuliers ne font pas l'intérêt général. Donc on le voit souvent, des personnes peuvent se mobiliser, jeunes ou moins jeunes, c'est pas une histoire d'âge, peuvent se mobiliser un peu sous forme de lobby pour développer quelque chose qu'ils veulent pour eux. Et donc, l'élu, son rôle, c'est d'écouter l'expertise des individus, mais de toujours avoir en tête l'intérêt général de la collectivité et du territoire. C'est-à-dire se monter un peu au-dessus de la partie et de se dire, OK, je vous ai entendu, mais c'est quoi l'intérêt général du territoire pour avoir des solutions qui correspondent pas à une somme d'intérêts particuliers, mais l'intérêt collectif des habitants. Alors là, tu viens de décrire, entre guillemets, l'élu idéal, et je trouve ça fantastique, et tu as cette chance de travailler avec un élu idéal, exactement. Franchement, il y a rien d'autre à dire. Prendre de la hauteur, écouter les autres, ce qui est quand même la chose la plus importante dans notre métier de communication. Mais comment, dans ton parcours professionnel, au-delà de cet élu idéal, comment... Il y a des défauts, hein, quand même. Ah bah oui. Comme tout, et c'est un être humain. Exactement, sinon ça ferait limite peur. Mais comment tu as réussi, pardon de ce terme par avance, comment tu as réussi à t'imposer? Alors, imposer est très mal choisi, mais tu comprendras la chose. Souvent, la communication est prise par des élus qui ont parfois des égos, un peu comme, une petite récréation, si je puis dire, du bleu, du rouge, du vert. Changez-moi ça, Nicolas. Vous demandez au studio graphique, ta mini-agence que tu as dans ton service. Vous pouvez me changer ça parce que j'aime pas ça. Ou tiens, on va communiquer sur ce truc-là parce que moi j'en ai envie. Comment toi tu as réussi, justement, Nicolas, parce que tu as beaucoup d'expérience, à non pas imposer, mais faire comprendre que la communication, c'est un vrai métier, comme le dit Fred Fougerat, mais qu'au-delà de ce fait-là, il faut arrêter de faire n'importe quoi, et c'est pas la danseuse d'un élu ou d'un dirigeant. Alors, j'allais dire que c'est un travail du quotidien. C'est vraiment un travail du quotidien, de le rappeler par rapport à toutes les personnes avec qui on travaille. Par rapport à l'élu et à mon maire, j'ai une chance, c'est qu'il vient du marketing. Moi, c'est une chance et une malchance à la fois, parce que pour moi, et c'est le fruit de longs débats entre nous, le marketing et la communication publique, ce n'est pas la même chose. Mais on a quand même un socle de valeurs communes et il a une appétence pour la communication et le marketing. Et donc, il ne prend vraiment pas ça pour là, il faut changer la couleur. On est vraiment en confiance. J'ai vraiment cette chance-là de travailler avec quelqu'un qui me fait souvent ses remarques a posteriori. C'est-à-dire que sur une campagne, il me fait ses remarques plutôt a posteriori. Alors, parfois, il me les fait a priori. Je lui montre des choses, voilà. Mais parfois, il me dit, ah bah, ouais, ça, j'étais pas sûr que ça marcherait comme ça, ou voilà. Mais il me les fait a posteriori. Donc, c'est un vrai luxe. Et je m'en rends compte, que c'est un vrai luxe. Et voilà, ça fait maintenant près de 10 ans qu'on travaille ensemble. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça s'est construit. Et voilà, il a travaillé dans un grand groupe du CAC 40 en tant que responsable marketing. Il avait des réflexions marketing et ben voilà, on a grandi ensemble, on va dire. Vous êtes un vieux couple maintenant. Voilà, on va dire ça comme ça. Vous comprenez sans même trop vous parler. Bon, tout à fait. C'est sensationnel. Nicolas, tu le sais, nous vivons une période extrêmement difficile. On est le 14 juin. J'en dirai pas plus. Quel rôle, selon toi, le communicant public peut-il jouer dans cette crise politique et limite sociétale que nous vivons actuellement? Pour moi, le rôle du communicant public, il est fondamental. C'est-à-dire que on est là pour expliquer en fait ce qui fait notre lien entre tous, le service public qui peut être décrié parfois. Mais nous, notre rôle de communicant public, c'est dire que c'est notre maison commune, j'allais dire, le service public. Et que ce service public, souvent décrié, on décrit souvent les fonctionnaires, le service public, qui est vu plutôt comme une charge. Mais en fait, il suffit de revenir sur des choses qui peuvent tous nous toucher. La maladie, par exemple, le service public de l'hôpital qui a été mis à mal. Mais quand on en a besoin, on est content qu'il soit là. Et si je prends que ça, le service public de la sécurité aussi, la police,
c'est aussi important. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la médiation, il y a tous ces services publics-là. Et le communicant public, il doit faire savoir tout ça. Il doit faire savoir l'importance qu'ont tous ces services publics dans notre vie et dans le respect les uns des autres aussi. J'ai 2 dernières questions. Oui. Toi qui es très expérimenté, qui vis en couple avec ce maire, alors je plaisante évidemment, je suis pas là pour faire jaser, évidemment je plaisantais, mais en tout cas ce qui est bien c'est que vous vous comprenez. Un homme de marketing, si j'ai bien compris. La com publique, c'est pas le marketing, comme tu le disais très justement. Et en plus, preuve qu'il a énormément de respect, que ce respect est mutuel, c'est qu'il te fait parfois des réflexions, entre guillemets, ou en tout cas son feedback a posteriori, ce que je trouve vachement bien, parce qu'il te laisse les coups des franches. Il peut aussi te dire que ça te convient, ne lui convient pas, mais bon, tout à fait. Je pense que la confiance est là. Mais justement, toi qui as beaucoup d'expérience, quel conseil tu donnes à un jeune qui veut se lancer dans les métiers de la communication, qu'elle soit publique ou qu'elle soit privée, peu importe, quel conseil tu donnes à nos jeunes qui veulent se lancer dans le métier? Alors déjà, je leur dis, lancez-vous dans le métier de la communication publique. Parce que souvent, le métier de la communication publique, c'est un peu la naphtaline. J'en parlais encore récemment avec des jeunes qu'on accueille en stage, en apprentissage. Moi, j'essaye d'accueillir un maximum de jeunes en stage, de les faire venir pour montrer qu'en fait, la communication publique, le service public, il sent pas la naphtaline. On a un champ d'innovation hyper intéressant, hyper motivant. On fait jamais la même chose, on regarde jamais l'heure dans nos métiers. Et ça, c'est vraiment intéressant de dire, il faut tenter. Il faut tenter. Et alors, c'est vrai. Moi, bien souvent, j'ai des gens, notamment des jeunes femmes, qui me disent, ah non, mais moi, je veux faire de l'événementiel. Et le jour où elles font de l'événementiel, aller coller une moquette dans un salon à 4h du matin, il y a rien de glamour. Aller pelleter du sable pour créer un faux environnement de plage, il y a rien de glamour à ça. Mais pourtant, ça fait partie de l'événementiel. Et quand on découvre toutes les facettes de la communication, plus tout ce que fait une collectivité, en fait, on a le plus beau métier du monde. C'est-à-dire que on ne s'ennuie jamais. Alors, je te vois lever les yeux au ciel parce que c'est très surfait, peut-être ce que je dis, mais je le pense vraiment. Alors, c'est-à-dire, non, attends, je t'interromps un instant. Bien au contraire, je suis très heureux. Je dis toujours qu'on a le plus beau métier du monde dans la communication. Moi, je viens plutôt du privé, mais je ne fais plus de différenciation entre public et privé quand je parle de communication. Je parle du métier, et je dis qu'on a toujours le plus beau métier du monde. Et je suis heureux. Je crois que tu es la première personne en plus de 200 épisodes du Décodeur à me dire on fait le plus beau métier du monde. Moi, je suis sur un métier où je ne m'ennuie jamais. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans ce métier et jamais je me suis dit « Waouh, encore 1 heure avant que je parte à la maison ». C'est plutôt de dire « Waouh, j'aurais dû rentrer depuis 1 heure à la maison, ça aurait été bien pour ma famille ». Eh ben non, parce que voilà, tout passe vite et en plus tu travailles avec des gens enrichissants, intéressants, dans des domaines très variés. Tu peux passer de quelqu'un très technique à quelqu'un qui est sur les solidarités et qui te parle d'autres problématiques, mais ils en parlent avec passion. Et comment toi tu vas traduire ça en tant que communicant public pour faire passer les messages. Et ça, c'est vraiment le sel de notre métier. Et c'est ce qui le rend si savoureux. Merci à toi Nicolas. Alors c'était un mini entretien parce que nous sommes au Lab, donc nous sommes le 14 juin 2024. La soirée est déjà bien avancée. Tiens, au passage, en parlant du Lab, qu'est-ce que tu as vu comme atelier et qu'est-ce que tu en as pensé de cette soirée alors qu'il n'est pas fini? C'était une très belle soirée, même si elle n'est pas finie. Hein. Mais moi j'ai vu l'atelier j'ai fait notamment un atelier sur l'intelligence artificielle. Ah. La fameuse intelligence artificielle. Alors il y a des écoles, il y a les pour, les contre, voilà. Fort intéressant. Moi je pense que ça questionne nos métiers. Il faut pas la repousser, il faut pas lui ouvrir les bras comme ça. Il faut la dompter, se dire qu'est-ce que je peux faire, comment elle peut nous simplifier la vie, comment elle peut nous apporter des choses dans notre métier. Mais il faut pas croire que l'intelligence artificielle, elle va remplacer. Quand j'entends dire l'intelligence artificielle, c'est la fin des créas parce que voilà, maintenant on tape un prompt et ça y est. Non, ça n'existe pas. Pour moi, l'humain aura toujours sa patte. Et j'en parlais avec des collègues ce soir. Il y a beaucoup de collègues de la communication publique, notamment communication publique numérique. Ils me disaient il faut toujours, par exemple, quand tu écris un texte avec une intelligence artificielle, il faut toujours une patte humaine pour le retoucher. Mais ça fait une base. Et donc, la base, tu la modèles, tu as la matière première et après, tu la modèles. Et chacun met sa patte, sa plume, que sais-je encore. Mais voilà. Et c'est passionnant, ces rencontres-là, parce que d'une part, et ça c'est important, on voit des gens qu'on apprécie.
parfois même des amis, parce que la communication publique, c'est quand même une grande famille aussi. C'est très œcuménique, ce que je dis ce soir. C'est beau, tu sais. Tu es contre les guerres on est aussi, une grande non famille, on a le plus beau métier du monde, c'est génial. Est-ce que tu es contre les guerres et la faim dans le monde? Aussi. Voilà, si on pouvait trouver des vaccins aussi contre certaines maladies, enfin même toutes, ça pourrait être bien. On rencontre, donc ça fait des respirations, on lève la tête. Moi, ce que j'aime dans ces temps, c'est que on est souvent pris dans les problématiques de nos collectivités et tout ça, et là, on lève la tête, on regarde un peu, on a une vision un peu plus, on prend du recul. Et aussi, on réfléchit sur des innovations qui peuvent être diverses et variées, et le partage d'expériences. On n'a pas la vérité tout seul. C'est en discutant, en partageant. Il y a de plus en plus de monde qui écoute tes épisodes du Décodeur de la com, mais c'est aussi pour ça. Parce qu'à travers tes épisodes, on entend les expériences de gens qu'on n'est pas forcément toujours amené à rencontrer. Quelqu'un comme Fred Fougera, dont tu parlais, Marc Thébault, ou d'autres, Franck Confino, bien entendu. On les entend à ton micro, et ça nous amène aussi de l'expérience à tous, et on a besoin. Moi, alors effectivement, il y a les superstars des DIRCOM. J'en ai cité quelques-uns, mais nous, DIRCOM, du quotidien, j'allais dire, on a aussi des petites choses, des petits tips à s'apporter les uns les autres, et c'est important qu'on puisse se les donner. Eh bien, on est tout à fait d'accord. Merci à toi. Alors, je te propose qu'on se revoie, parce que ça faisait longtemps qu'on devait se voir, ce que je disais en début d'entretien, d'épisode. Revoyons-nous pour faire un épisode un peu plus complet, si ça ne te dérange pas. Eh bien, avec plaisir. Moi, je t'attends à Cergy quand tu veux. Eh ben, je viendrai à Cergy. Tu sais qu'y suis allé dernièrement, qui plus est. Donc, c'était absolument passionnant, mais ce sera avec très, très grand plaisir. Et alors, chères auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre un DIRCOM d'Aglo et de Ville. Cergy, dans le 95, la ville de l'Essec. Si belle école de commerce, magnifique école de commerce, deuxième derrière un HEC, que je n'ai pas eu le plaisir de faire malheureusement. Bref, quand on entend un homme aussi formidable et aussi passionné que Nicolas, qu'est-ce qu'on fait? On met 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify, on peut même laisser un commentaire, mais surtout, on s'abonne au Décodeur de la communication. Car tu l'as dit, je crois Nicolas, c'est le meilleur podcast autour de la communication. Bref, bon, j'arrête de dire des bêtises, je suis un peu fatigué, la soirée du lab avance, nous sommes, je crois, en plénière de clôture, donc il est temps qu'on bouge, si je puis dire, Nicolas, et je te remercie, c'était passionnant. À très vite. Ciao, ciao. Salut.